Les Hauts de Hurlevent, Émilie Brontë. Chapitre 6. Monsieur Hindley revient pour les funérailles. Et, chose qui nous stupéfait et fit jaser les voisins de droite à gauche, il revint avec une femme. Qui elle était, où elle était née, ce dont il ne nous fit jamais part. Sans doute n'avait-elle ni dot, ni nom qui la recommandasse, sans quoi il n'aurait pas dissimulé cette union à son père. Elle n'était pas femme à apporter par elle-même beaucoup de troubles dans la maison. Tout ce qu'elle vit, du moment qu'elle eut franchi le seuil, parut la ravir, ainsi que tout ce qui se passait autour d'elle, hormis les préparatifs de l'enterrement et la présence de ses veilleurs funèbres. Je la jugeai à moitié stupide, d'après sa conduite, en cette occasion. Elle courut dans sa chambre, m'y entraîna, bien que j'eusse à habiller les enfants, et s'assit toute frissonnante, les mains jointes, demandant sans cesse « Sont-ils partis ?» Puis elle se mit à décrire avec une émotion hystérique l'effet que lui produisit la vue du noir. Elle frémissait, tremblait, finit par se mettre à pleurer, et quand je lui demandai ce qu'elle avait, me répondit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle avait si grand peur de mourir. Je pensais qu'elle n'était pas plus menacée de mourir que moi-même. Elle était plutôt mince, mais jeune, avec des couleurs vives et des yeux qui étincelaient comme des diamants. J'avais remarqué, il est vrai, qu'elle s'essoufflait en montant les escaliers, que le moindre bruit soudain la faisait tressaillir, et qu'elle toussait parfois d'une façon inquiétante. Mais je n'avais pas idée de ce que signifiaient ces symptômes, et ne me sentais pas portée à sympathiser avec elle. Nous ne nous attachons pas en général aux étrangers ici, monsieur Lockwood. À moins qu'il ne s'attache à nous d'abord. Le jeune Earnshaw avait beaucoup changé pendant ces 3 années d'absence. Il avait maigri, avait perdu ses couleurs, parlait et s'habillait tout différemment. Le jour même de son retour, il ne nous enjoignit, à Joseph et à moi, de nous cantonner à l'avenir dans la cuisine et de lui laisser la salle. Il aurait même valu faire mettre un tapis et du papier dans une chambre disponible pour en faire un petit salon. Mais sa femme était si enchantée du dallage blanc, de la grande cheminée brillante, des plats d'étain, de la case aux faïences, du chenil et du vaste espace dont on disposait dans cette salle où il se tenait d'habitude, qu'il jugeait la réalisation de ce projet inutile à son bien-être et qu'il l'abandonna. Elle manifesta aussi le plaisir qu'elle avait à trouver une sœur parmi ses nouvelles relations. Elle bavarda avec Catherine, l'embrassa, courut partout avec elle et lui fit quantité de présents au début. Son affection se fatigua bien vite cependant, et quand elle devint maussade, Hindley devint tyrannique. Quelques mots, laissant paraître que Heathcliff déplaisait à sa femme, suffirent pour réveiller en lui toute sa haine pour le garçon. Il le repoussa de leur société dans celle des domestiques, le priva des enseignements du ministre, voulut qu'ils fussent remplacés par des travaux au dehors et exigea de lui le même labeur que d'un valet de ferme. Heathcliff supporta son avilissement assez bien dans les premiers temps, parce que Cathy lui enseigna ce qu'elle apprenait, travaillait et jouait avec lui dans les champs. Tous deux promenaient vraiment de devenir aussi rudes que des sauvages. Le jeune maître ne s'occupait en rien de la manière dont il se conduisait, ni de ce qu'il faisait, pourvu qu'il ne les vît point. Il n'aurait même pas tenu à ce qu'ils allassent à l'église le dimanche si Joseph et le ministre ne lui eussent adressé des remontrances sur son indifférence à l'égard de leur absence, ce qui lui faisait souvent d'ordonner le fouet pour Heathcliff et une privation de dîner ou de souper pour Catherine. Mais c'était un de leurs grands amusements que de se sauver dans la lande dès le matin et d'y rester toute la journée. La punition subséquente n'était plus qu'un objet de moquerie. Le ministre pouvait donner autant de chapitres qu'il voulait à apprendre par cœur à Catherine, et Joseph pouvait fêter Heathcliff jusqu'à en avoir les bras engourdis. Ils oubliaient tout dès qu'ils étaient de nouveau réunis, ou du moins dès qu'ils avaient combiné quelques vilains plans de vengeance. Bien souvent, je pleurais à part, moi, de les voir devenir chaque jour plus effrontés, et je n'osais pourtant prononcer une syllabe, par crainte de perdre le peu d'empire que j'avais encore sur ces 2 êtres privés d'affection. Un dimanche, il arriva qu'ils furent chassés de la salle pour avoir fait du bruit, ou pour que quelques peccadilles du même genre. Quand j'allais les appeler pour le souper, je ne pus les découvrir nulle part. Nous fuyâmes la maison de haut en bas, la cour et les écuries. Ils demeuraient invisibles. À la fin,
Il, en furie, nous ordonna de verrouiller les portes et interdit à qui que ce fût de les laisser entrer cette nuit-là. Tout le monde alla se mettre au lit. Pour moi, l'inquiétude m'empêchait de rester couché. J'ouvris ma fenêtre et passa la tête au dehors pour écouter. Bien qu'il plût, j'étais déterminée à leur ouvrir malgré la défense, s'ils revenaient. Au bout de quelque temps, j'entendis des pas sur la route et la lumière d'une lanterne qui brilla à travers la barrière. Je jetai un châle sur ma tête et courus pour les empêcher d'éveiller M. Earnshaw en frappant. C'était Heathcliff seul, et je tressaillis en ne voyant que lui. « Oui, mademoiselle Catherine, lui criai-je vivement. Pas d'accident, j'espère. À Thrushcross Grange, répondit-il. Et j'y serais aussi s'ils avaient eu la politesse de me demander de rester. Eh bien, vous verrez ce que cela vous coûtera. Vous ne serez content que quand vous vous serez fait chasser. Que pouviez-vous bien faire à rôder du côté de Thrushcross Grange? Laissez-moi enlever mes vêtements mouillés et je vous raconterai tout, Nelly. Je lui recommandai de prendre garde de réveiller le maître, et pendant qu'il se déshabillait et que j'attendais pour souffler la chandelle, il poursuivit. Cathy et moi, nous nous étions échappés par la buanderie pour nous promener à notre fantaisie. En apercevant les lumières de la grange, nous avons eu l'idée d'aller voir si les Linton passaient leur soirée du dimanche à grelotter dans le coin pendant que leurs parents mangeaient, buvaient, chantaient, riaient et se brûlaient les yeux devant le feu. Croyez-vous qu'il en soit ainsi? Ou qu'ils lisent des sermons, qu'un vieux domestique les catéchise et qu'on leur donne à apprendre une colonne de noms de l'écriture s'ils ne répondent pas convenablement. Probablement pas. Ce sont des enfants sages, sans doute, et ils ne méritent pas le traitement qu'on vous inflige pour votre mauvaise conduite. Oh, pas de prêche, Nelly. Sottise que tout cela. Nous avons couru sans nous arrêter depuis le sommet des Hauts jusqu'au parc. Catherine complètement battue dans la course, car elle était nu-pieds. Vous pourrez chercher ses souliers dans les fondrières demain. Nous nous sommes glissés par un trou de haie, nous avons suivi à tâtons le sentier, et nous nous sommes plantés sur une plate-bande de fleurs sous la fenêtre du salon. C'est de là que venait la lumière. On n'avait pas fermé les volets, et les rideaux n'étaient qu'à demi tirés. Nous pouvions regarder l'intérieur tous les deux en nous tenant debout sur le soubassement et en nous accrochant au rebord de la fenêtre. Et nous avons vu. Ah, c'était magnifique. Une splendide pièce avec un tapis rouge, des chaises, des tables couvertes en rouge, un plafond d'un blanc éclatant bordé d'or, et au milieu une pluie de lames de verre suspendues par des chaînes d'argent et illuminées par la douce lueur des petites bougies. Les vieux monsieur et madame Linton n'étaient pas là. Edgar et sa sœur étaient tout seuls. N'aurait-il pas dû être heureux? Nous ne serions crus au ciel, nous. Eh bien, savez-vous ce que faisaient vos enfants sages? Isabelle, je crois qu'elle a 11 ans, 1 an de moins que Cathy, était couchée sur le parquet à l'extrémité de la pièce, criant comme si des sorcières la lardaient avec des aiguilles chauffées à blanc. Edgar, près du feu, pleurait en silence. Au milieu de la table était assis un petit chien qui secouait sa patte et qui glapissait. À leurs mutuelles accusations, nous comprîmes qu'ils l'avaient presque écartelé à deux. Les idiots. Voilà à quoi ils s'amusaient. Se disputer un paquet de poils chauds et se mettre à pleurer parce que tous les deux, après s'être battus pour l'avoir, refusaient de le prendre. Nous avons ri de bon cœur à la vue de ces enfants gâtés. Quel mépris nous avions pour eux. Quand me verrez-vous désirer d'avoir ce que désire Catherine? Ou quand nous trouverez-vous tous deux seuls, nous amusant à sangloter, à nous rouler par terre, chacun à un bout de la chambre? Je ne changerai pour rien au monde ma situation ici pour celle d'Edgar Linton à Thrushcross Grange. Pas même si je gagnais le privilège de pouvoir jeter Joseph du haut du pignon, plus élevé et badigeonnant la façade de la maison avec le sang de Hindley. « Assez, assez, interrompis-je. Vous ne m'avez toujours pas dit, Heathcliff. Comment vous aviez laissé Catherine là-bas? Je vous disais que nous rions, reprit-il. Les Linton nous ont entendus et d'un mouvement se sont précipités à la porte comme des flèches. Il y a eu un silence, puis un cri. Oh maman, oh papa, papa, venez, oh papa, oh. Réellement, ils ont vociféré quelque chose dans ce goût-là. Nous avons fait un bruit terrible pour les effrayer encore plus, puis nous avons lâché le rebord de la fenêtre parce que quelqu'un tirait les barres et que nous sentions qu'il valait mieux nous enfuir. Je tenais Catherine par la main et la pressais
quand tout d'un coup elle est tombée par terre. « Sauve-toi !» a-t-elle chuchoté. « Ils ont lancé le bulldog et il me tient. » Le démon l'avait saisie par la cheville, Nelly. J'entendais son abominable grognement. Elle n'a pas poussé un cri, non. Elle en aurait rougi, eût-elle été embrochée sur les cornes d'une vache en furie. Mais moi j'ai crié, j'ai proféré assez de malédictions pour anéantir tous les démons de la chrétienté. Saisissant une pierre, je l'ai fourrée entre la mâchoire du chien et j'ai essayé de toutes mes forces de l'enfoncer dans sa gorge. Un animal du domestique a fini par arriver avec une lanterne et en criant « Tiens bon, Skulker, tiens bon !» Il a changé de ton cependant quand il a vu la proie de Skulker et lui a fait lâcher prise en le suffoquant. La langue pourpre de la bête pendait d'un demi-pied hors de sa gueule et de ses lèvres coulait une bave sanglante. L'homme a relevé Cathy. Elle se sentait mal, non de crainte, j'en suis sûre, mais de douleur. Il la portait dans la maison. Je suivais en poussant des imprécations et des cris de vengeance. « Qu'a-t-il attrapé, Robert » a crié Linton de l'entrée. « Skulker a attrapé une petite fille, monsieur, et voilà un garçon » a-t-il ajouté en me montrant le poing, qui m'a tout l'air d'être un éclaireur. Vraisemblablement, les voleurs voulaient les faire passer par la fenêtre pour ouvrir les portes à la bande quand tout le monde aurait été endormi, afin de pouvoir nous assassiner à leur aise. Taisez-vous, voleurs, mal embouchés, cela vous vaudra la potence. Monsieur Linton, ne quittez pas votre fusil. Non, non, Robert, dit le vieil imbécile. Les coquins savaient qu'hier était le jour de mes loyers. Ils ont cru faire un bon coup. Entrez, je vais leur offrir une réception. Là, John, attachez la chaîne. Donnez un peu d'eau à Skulker. Jenny. Défier un magistrat dans sa forteresse, et un jour de sabbat encore? Où s'arrêtera leur insolence? Oh, ma chère Marie, regardez. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un gamin. Pourtant la scélérate est bien peinte sur son visage. Ne serait-ce pas un bienfait pour le pays de le pendre sur le champ, avant que son naturel, révélé par ses traits, se manifeste par des actes? Il m'a poussé sous le lustre. Madame Linton a chaussé ses lunettes et levé les mains avec un geste d'horreur. Les poltrons d'enfants se sont rapprochés aussi. Isabelle balbutiait. « Quel être affreux! Mettez-le dans la cave, papa. Il ressemble tout à fait au fils de la diseuse de Bonaventure, qui m'a volé mon faisan apprivoisé. N'est-ce pas, Edgar ?» Pendant qu'il m'examinait, Cathy est arrivée. Elle avait entendu ces dernières paroles et elle s'est mise à rire. Edgar Linton, après lui avoir lancé un regard inquisiteur, a repris suffisamment ses esprits pour la reconnaître. Il nous voit à l'église. Vous savez, nous ne les rencontrons d'ailleurs que là-bas. C'est mademoiselle Earnshaw, disait-il tout bas à sa mère. Et regardez comme Skulker l'a mordu, comme son pied saigne. Mademoiselle Earnshaw? Quelle bêtise, s'est écriée la dame. Mademoiselle Earnshaw battait le pays avec un bohémien. Et pourtant c'est vrai, l'enfant est en deuil, sûrement c'est elle. Elle est peut-être estropiée pour la vie. Quelque coupable négligence de la part de son frère, a gémi M. Linton, me quittant pour se tourner vers Catherine. J'ai entendu dire par Schilder, c'était le pasteur, monsieur, qu'il la laisse croître dans l'impiété la plus complète. Mais qui est l'autre? Où a-t-elle ramassé ce compagnon? Oh, c'est certainement cette étrange acquisition que feu mon voisin avait faite lors de son voyage à Liverpool. Un petit lascar ou quelque robuste de l'Amérique ou de l'Espagne. Un méchant garçon en tout cas, a observé la vieille dame. Et tout à fait déplacé dans une maison honnête. Avez-vous remarqué son langage, Linton? Je suis scandalisé que mes enfants l'aient entendu. J'ai recommencé à jurer. Ne vous fâchez pas, Nelly. Et Robert a reçu l'ordre de me mettre dehors. J'ai refusé de m'en aller sans Cathy. Il m'a traîné dans le jardin, m'a forcé de prendre la lanterne, m'a assuré que M. Earnshaw serait informé de ma conduite et, m'enjoignant de me mettre en route sur le champ, a refermé la porte. Les rideaux étaient encore relevés dans un coin que j'ai repris mon poste d'observation, car si Cathy avait désiré repartir et qu'ils n'eussent pas voulu la laisser sortir, j'avais l'intention de briser leurs grandes vitres en 1 million de morceaux.
Elle était tranquillement assise sur le sofa. Madame Linton lui avait enlevé le manteau gris de la laitière que nous avions emprunté pour notre excursion, en secouant la tête et en lui adressant des remontrances, je suppose. Cathy était une jeune fille de bonne naissance, et il faisait une distinction entre la manière de nous traiter, elle ou moi. Puis la femme de chambre a apporté une cuvette d'eau chaude et lui a lavé les pieds. Monsieur Linton lui a préparé un grand verre de négus. Isabelle lui a vidé une assiette de gâteau sur les genoux, pendant qu'Edgar, bouche bée, la regardait de loin. Ensuite, ils ont séché et peigné ses beaux cheveux, lui ont donné une paire d'énormes pantoufles et l'ont poussée près du feu. Je l'ai laissée, aussi gaie qu'elle pouvait l'être, en train de partager ses gâteaux au petit chien et à Skulker, dont elle pinçait le nez pendant qu'il mangeait. Sa vue faisait luire dans les ternes yeux bleus des Linton une étincelle de vie, vague reflet de sa figure enchanteresse. Je voyais qu'ils étaient remplis d'une admiration stupide. Elle était si démesurément supérieure à eux, à n'importe qui sur Terre. N'est-ce pas, Nelly? Cette histoire-là aura plus de suite que vous ne croyez, répondis-je en bordant son lit et en éteignant la lumière. Vous êtes incorrigible, Heathcliff. Et M. Hindley serait obligé d'en venir à des mesures extrêmes, vous verrez. Mes paroles se trouvèrent plus vraies que je ne le désirais. Cette malencontreuse aventure rendit Earnshaw furieux. Puis M. Linton, pour arranger les choses, nous rendit visite le lendemain et fit au jeune maître une telle leçon sur sa façon de diriger sa famille que ce dernier se décida à s'occuper sérieusement de ce qui se passait chez lui. Heathcliff ne fut pas fouetté, mais il fut averti qu'au premier mot qu'il adressait à mademoiselle Catherine, il serait infailliblement chassé. De son côté, madame Earnshaw entreprit de discipliner un peu sa belle-sœur. Quand celle-ci rentra à la maison, elle usa d'adresse et non de force, elle ne serait arrivée à rien.